Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un propos en toute féminité et on parle homemaking. Alors, quel est le secret pour faire du homemaking au-delà de 50 ans? En fait, c'est pas différent de faire du homemaking au-delà de 50 ans, 40 ans, 30 ans et même 20 ans, même si on n'est pas en maison soi-même. Je pense que le homemaking, en tout cas pour moi, le homemaking, je l'ai pratiqué même avant que je sois en appartement. Homemaking, c'est prendre soin, c'est être dans un petit cocon, se faire un petit cocon, même si on est à l'école et puis on partage une chambre avec quelqu'un, on peut faire du homemaking, c'est-à-dire prendre soin de notre petit cocon et non seulement prendre soin de notre petit cocon, de notre grand cocon, de notre maison, de notre château, peu importe quel est notre cocon, en fait, homemaking, c'est bien au-delà de prendre soin justement de quelque chose. En fait, c'est prendre soin en général, c'est-à-dire prendre soin au sens large. Homemaking, c'est prendre soin justement de ceux qui font partie de notre chez nous. Et si on a un tout petit chez soi, on peut aussi faire du homemaking. J'ai eu la preuve, moi, parce que ma grand-mère, et je vous parle souvent de mes grands-mères, j'en prends conscience quand je réédite mes vidéos, je prends conscience que je nomme assez souvent mes grands-mères, mais je ne les définis pas en tant que telles. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une présence féminine de la part de mes deux grands-mères, en fait, et elles étaient totalement différentes, mes deux grands-mères. Alors, ma grand-mère maternelle, je vous dirais, celle avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, autant à un jeune âge qu'à l'âge adulte, jusqu'à son décès, en fait. Et ma grand-mère maternelle, juste pour faire cette petite parenthèse-là, parce que je suis consciente que j'en parle souvent, et j'ai eu à quelques reprises des commentaires par rapport à justement mes grands-mères qui se font, en fait, on se trompe, on pense que c'est toute la même personne, mais en fait, c'est deux différentes personnes. Alors, ma grand-mère maternelle, c'est une femme de qui je retiens beaucoup, je trouve, en vieillissant, puis même que je l'ai comme commentaire, surtout de Todd, puis même de d'autres personnes, que je retiens d'elle beaucoup en vieillissant surtout. Ma grand-mère maternelle, ce que je pourrais dire d'elle, c'est que c'était une femme qui s'est adaptée avec le temps. Quand elle est décédée, son appartement, c'était pas un appartement de vieille grand-mère. C'était un appartement au reflet très jeune. On n'aurait pas pu nécessairement dire, oui, il y avait certains indices naturellement, mais on n'aurait pas pu dire carrément, ah oui, c'était une vieille personne. Ma grand-mère est décédée à l'âge de 82 ans, puis elle s'est toujours, je vous dirais, adaptée avec le temps. Elle avait cette force-là de autant dans son habillement, autant dans son apparence. C'est d'elle que je prends ma passion pour le rose. Elle s'habillait de rose. Elle avait les cheveux pâles, teints, même à 82 ans. Et puis, elle avait les cheveux blonds. Et son appartement, c'était comme au reflet plus jeune, même dans son parler, à écouter les jeunes, elle avait une écoute jeune, elle avait une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est ça, la force qui l'habitait, une des forces principales, je trouve, qui l'habitait, à part son écoute incroyable, c'était justement l'art de s'adapter, l'art de s'être adapté. Hein? 82 ans, elle est née en 1920, ma grand-mère, et puis on n'aurait pas dit, elle faisait pas une vieille personne, elle l'a vécu à travers des décennies, et puis elle s'est adaptée
elle s'est adaptée. Tandis que mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle, mais je retiens d'elle mon amour pour les vieilles affaires, pour les vieilles choses. Alors, c'est d'elle que je retiens la passion pour restaurer les choses, restaurer les vieilles choses, prendre quelque chose de vieux, puis faire un sous-neuf avec, prendre soin de mes choses. Je pense que je retiens ça plus du côté de ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle m'a gardée à partir de l'âge de 3 mois, c'est-à-dire gardée, elle était ma gardienne. Mes parents allaient travailler et puis ma grand-mère paternelle me gardait de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 6 ans. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère et mon grand-père paternel, c'est-à-dire que je les ai accompagnés dans des encans, dans des flea markets. Alors, j'ai été habituée à voir du vieux, à voir ma grand-mère toucher les choses sur sa table. C'est d'elle que je vous parle quand je vous parle de ça, sa façon qu'elle avait de toucher les choses, de replacer les choses sur sa table. C'était une marchande. Alors, les gens venaient à elle de par sa façon de toucher les choses, d'aimer les choses qui l'entouraient. Ça, c'est ma grand-mère paternelle. Alors, 2 belles richesses. J'ai des frissons en vous en parlant parce que franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je me sentais très aimée autant de ma grand-mère paternelle du temps que j'étais petite et très aimée par ma grand-mère maternelle jusqu'à la fin de sa vie parce que ma grand-mère maternelle avait pas de partenaire de vie. Donc, contrairement à ma grand-mère paternelle qui avait mon grand-père, qui avait nombreux enfants, qui avait nombreux petits-enfants, j'ai pas eu la même relation en vieillissant avec elle, bien que j'étais là quand elle est décédée et puis jusqu'à son dernier souffle, c'est moi qui étais présente dans la pièce. Un rapprochement assuré que j'avais avec ma grand-mère paternelle. Mais avec ma grand-mère maternelle, je veux dire, elle venait chez nous les week-ends, elle couchait chez nous, elle a couché dans une des chambres ici. J'allais coucher chez elle, je jouais aux cartes avec elle, je jouais avec elle, elle m'amenait magasiner, elle me mettait des belles petites tenues. Quand j'arrivais chez elle, je prenais mon bain, je devenais tout belle, tout propre. C'était une dame de ville, elle habitait dans un gros appartement, elle habitait au 11e étage et puis elle avait un bel appartement, elle avait des belles choses, pas des vieilles choses, elle avait des belles choses. Je veux dire, elle a fait partie de ma vie quand j'ai élevé mes enfants. Elle était là quand on a acheté la maison ici. Elle était présente à toutes les étapes dans ma vie. Donc, à une période, je pouvais dire que ma grand-mère, c'était mon amie. Je lui parlais au téléphone. Je ne parlerai pas trop là, parce que c'est pas le propos, mais je m'emporte à en parler. Je voulais juste vous définir mes 2 grand-mères parce que je suis consciente que ça peut être mêlant quand on ne le sait pas. Puis, je ne sais pas à quel point je l'ai faite dans les années de ma chaîne YouTube, mais ça, je pense que c'est une histoire que j'ai racontée. À un moment donné, je coupais les cheveux de Todd. C'est moi qui coupais ses cheveux. Je ne suis pas coiffeuse, mais je coupais ses cheveux. Et puis, étant qui je suis, bien, je prends des risques et j'aime prendre des risques sans trop me préoccuper. Puis j'étais déjà à couper les cheveux de Todd. Ma grand-mère m'a appelé, j'ai placé le téléphone là. Vous savez, le genre de téléphone qui se plaçait bien sur l'épaule, puis qu'on pouvait accoter, puis parler. Puis j'ai coupé les cheveux de Todd en jasant avec ma grand-mère, en riant avec elle. Et puis, Todd s'est souvenu de cette coupe de cheveux-là. Parce qu'elle était le reflet d'une conversation téléphonique, le fun que j'avais eu avec ma grand-mère. Donc, voilà les 2 passions qui m'habitent, je vous dirais, ma passion pour le vieux, restaurer les vieilles choses, aimer les choses qui m'entourent, la façon peut-être que j'ai de toucher les choses, mon art aussi pour
pour être marchande, hein, ma passion pour la vente de choses, ça, je tiens ça de ma grand-mère paternelle. Et je vous dirais que tout le reste, ma personnalité, mon goût pour les belles choses, mon goût pour m'améliorer, mon goût pour évoluer, ça, je pense que je tiens ça grandement de ma grand-mère maternelle. Je vous dirais le secret pour moi de faire du homemaking après 50 ans, et je tiens à spécifier après 50 ans parce que moi, je considère que j'ai eu tout de même mes enfants assez jeunes. J'étais dans ma début vingtaine, je me suis mariée à 20 ans, puis j'ai eu mes enfants dans la début vingtaine, et je considère que je suis tout de même assez jeune pour maintenant avoir des enfants qui sont à l'âge adulte. Je suis consciente qu'à peu près à mon âge, 49 ans, il y a certaines personnes qui sont encore à l'âge d'avoir des adolescents à la maison. Si par exemple, vous avez eu une carrière et puis vous avez eu vos enfants, peut-être pas sur le tard, mais un peu plus tard que moi. Moi, je considère que je les ai eus jeunes. On m'a toujours dit que j'avais été une jeune mère. Je ne me considérais pas une jeune mère. Pour moi, une jeune mère, c'est plutôt avant 20 ans. Après 20 ans, pour moi, c'était normal, c'était voulu, c'était ce que je voulais. Mes enfants n'étaient pas un accident, c'était ce que je voulais. Je voulais être une maman. Et bon, tout ceci étant dit, je dis après 50 ans parce que c'est à peu près la période, je pense, qu'on pourrait dire qu'il y a une adaptation à faire dans le homemaking. Quand nos enfants sont jeunes, indépendamment que l'on travaille à l'extérieur ou non, tout le monde fait du homemaking, qu'on soit femme ou homme. Et une autre mini parenthèse que j'ai le goût de faire, j'ai tellement eu la preuve pendant le confinement avec mon fils qui a fait du homemaking. Ça lui a demandé un temps d'adaptation, ce confinement-là, parce qu'il était quelqu'un d'assez actif au niveau du travail, un peu workaholic. Zachary travaillait tout le temps, nombreuses heures, très dévoué à son travail. Et puis, je pense aussi que c'est ce qui lui a permis de monter les échelons au niveau de son travail. Il est dans le management d'un restaurant, un restaurant-bar, et je pense que c'est ce qui lui a permis de monter les échelons, son grand dévouement, tout ça. Donc là, il y a eu le confinement, et du jour au lendemain, il a dû être arrêté. Il ne savait pas quoi faire de son temps, il ne savait pas quoi faire de sa vie, il ne savait pas quoi faire de son corps. Et puis, ça lui a demandé un moment d'adaptation. Il a dormi beaucoup. Ensuite, là, il a comme arrivé, c'est une autre parenthèse pareille, parce que le confinement a amené des changements, puis je pense que le propos d'aujourd'hui est aussi le reflet des changements qu'il y a, le reflet des changements qui sont là. Alors là, il s'est réveillé, il est sorti de sa chambre à un moment donné, et puis il était comme en éveil, je vous dirais en éveil de qui il était, qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il a déjà aimé faire. Et puis, vers la fin, là, aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'il a repris tranquillement le travail. Il est en train de revoir les équipes de travail, tout ça. Mais jusqu'à hier, je vous dirais, il était tellement occupé autour de la maison, c'est-à-dire pas juste à aider Todd, parce que vous l'avez vu, là, il a aidé Todd dans nos travaux, tout ça, mais non, il a entrepris des projets pour lui, des choses qu'il aimait. Il a développé certaines passions, ou il a redéveloppé certaines passions. Il a coupé du bois, il s'est acheté une hache, il a fendu du bois. Ensuite, par passion, il a fait ça par passion. Ensuite, il a entrepris des travaux, oui, accompagné de son père, mais accompli des travaux sur son Jeep. Il y avait certains travaux de mécanique, puis Zachary ne s'y connaît pas à la mécanique, il n'a jamais fait de mécanique. Todd, lui, toujours la main à la pâte dans tout. Quand il a besoin de faire quelque chose, il fait des recherches, puis habituellement, il arrive à le faire. N'importe quoi manuel, il arrive à le faire.
Donc, un Jeep, c'est quand même assez facile à travailler au niveau de la mécanique, tout ça. Et puis, Todd l'a guidé, mais Zachary a fait beaucoup de choses au niveau de la mécanique de son Jeep, justement. L'entretien, il a changé des pièces, il a commandé des pièces, très débrouillard. Et puis, là, son Jeep fonctionne comme sur des roulettes. Donc, une passion pour la mécanique. Et puis, entre tout ça, le soir, il préparait le feu pour qu'on cuisine sur le bois. Donc, c'est lui qui partait le feu, lui qui faisait le souper la plupart du temps sur le feu, du poulet, du steak, etc. Donc, homemaking. Faire des choses à la maison, prendre soin des choses qu'on appartient et aussi prendre soin de ceux qui nous entourent. Ça lui faisait plaisir de faire un repas comme ça sur le feu, puis la cuisson qui est totalement différente que ce qu'on fait habituellement à l'intérieur. Et donc le résultat que ça amenait, le plaisir qu'il y a eu justement à nous faire plaisir en ayant fait un repas, c'est ça du homemaking. Et indépendamment qu'on soit homme ou femme, on peut toutes et tous faire du homemaking, prendre soin de nos choses, prendre soin de notre cocon et puis prendre soin des gens qui nous entourent. Alors, pour revenir à moi, de longues parenthèses de fait, je pense que ça avait sa place tout de même parce que moi, comment j'ai eu à adapter mon homemaking au courant des années, je vous dirais que en faisant cette réflexion ici pour la vidéo, je me suis posé la question justement et puis la réponse m'est venue même avant que je me pose la question. Je vous dirais que la période charnière pour moi a été quand on a enlevé notre piscine. Vous vous rappellerez, celle qui me suivait depuis quelques années, il y a 3 ans à peu près, on a pris la décision, une dure décision en fait, d'enlever la piscine. La piscine, elle était représentative d'une époque dans notre vie, c'est-à-dire quand ma grand-mère était vivante, quand la mère de Todd était vivante, quand on avait de la visite, beaucoup, des amis, de la famille, des grands regroupements, de la baignade, justement, barbecue, etc., du plaisir, notre chien, un chien d'amis, il y avait beaucoup de vie. Et puis, quand les enfants ont comme vieilli, là, il n'y avait plus nécessairement les mêmes amis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi au niveau de notre vie personnelle. Certains membres de notre famille sont décédés, d'autres sont partis. Donc, ça a changé certaines choses, pas certaines choses, mais ça a changé la dynamique, je vous dirais, de la maison. Et il y a eu comme un deuil là, qui a dû être fait et la piscine en était totalement le reflet. Les enfants se baignaient plus, je veux dire, ils étaient plus vieux, ils avaient déjà commencé à travailler, etc. Nous, déjà bien occupés avec d'autres choses et qu'il n'y avait plus personne qui se baignait, là, ça demandait du travail supplémentaire parce que l'eau devenait stagnante, hein, il n'y avait plus personne pour se baigner, puis il fallait nettoyer pareil, mais puis c'était stagnant comme ça pendant quelques années. On achetait les produits. Moi, je me baignais à peine. Je tondais mon gazon. Puis quand j'avais bien chaud, ben là, je me lançais dans la piscine. C'était à peu près la seule baignade que je faisais. Et puis, on a pris la décision d'enlever la piscine. Et la piscine venait avec un deck, venait avec tout un agencement de choses. Il y avait certaines plantes qui étaient comme proches de la piscine, tout ça. Donc, ça a changé beaucoup. On a décidé en même temps de niveler notre terrain. Ça a comme tout bouleversé notre terrain. On a fait faire du remplissage. Ça a été rempli avec du remplissage moins propre que ce qu'on avait sur notre terrain parce que notre terrain, je l'ai partagé dans mes vidéos, ma maison, mon château. Mais la maison, elle était appartenue par Monsieur le maire et Monsieur le maire aussi était propriétaire d'une carrière. C'est-à-dire que le terrain ici en entier, là, il était bien défini.
Au fond, on avait la terre, là, une terre qui appartenait à la terre, oui, mais ensuite, il y avait une grosse couche épaisse de sable, tout du beau sable. Ensuite, une belle couche épaisse de topsoil, puis vraiment, vraiment riche. On en était témoin, justement, quand on a creusé pour la piscine. C'était de toute beauté de voir les étages, comment c'était fait et comment c'était propre. Il n'y avait pas de glaise, il n'y avait pas de roche, il n'y avait rien comme ça. Et quand on a tout nivelé le terrain, quand on a fait niveler le terrain, parce que son seul défaut, le terrain, c'est qu'il était un peu en pente. Il reste encore en pente, mais on voulait peut-être comme aider un peu à tout ça, le ramener un peu plus droit. Avec la piscine, ça paraissait moins parce que était creusée plus d'un bord que de l'autre, donc ça donnait apparence plus droite. Mais quand on a enlevé la fameuse piscine, là, on voyait plus que le terrain avait besoin d'être nivelé. Donc, on a fait venir un backhoe et puis on a fait faire du remplissage, tout ça. Et le remplissage, bien, ça coûte extrêmement cher d'avoir du remplissage totalement propre. C'est correct pour un petit jardin, c'est correct pour des petites pièces de terrain, mais ici, on avait un demi-arc de terrain à recouvrir, donc ça aurait coûté une fortune. Donc, on est allé avec du remplissage semi-propre. Donc, il y a eu de la glaise et il y a eu un peu de roche dans tout ça. Donc, maintenant, quand je creuse en arrière pour planter quelque chose, c'est pas ce que c'était. Bon, une autre parenthèse. Disons que cette vidéo aurait été une vidéo parenthèse. Je disais que justement, oui, la période charnière, pour moi, je trouve que c'est la période de la piscine. Là, ensuite, on a nettoyé le plus qu'on a pu. On a semé, ça n'a pas poussé parce que... Donc, la période de la semence, elle a été manquée. Manquée d'arrosage. On a eu un petit déplacement aussi. Donc, on a manqué d'arroser à la période où ça devait absolument être arrosé. Il y a eu de la sécheresse et on a perdu notre semence. Vous m'aurez vu dans certaines vidéos, il y a 2 ans à peu près, justement, j'avais semé sur le terrain. Donc, cette semence-là, elle a été perdue. Donc, c'est pour ça maintenant qu'on a tout comme une pelouse un peu moins belle. Là, on tente de la reprendre. Je mets de la terre à différents endroits. Je mets de la semence et je prie pour la pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, j'arrose. C'est ce qui remplit ma vie à ce moment-ci, c'est l'arrosage. L'arrosage de la semence, l'arrosage des arbres, l'arrosage des arbustes, des fleurs, etc. Donc, je suis lady arrosage de ce temps-là. C'est pas perdu ce que je vous dis parce que ça vous met dans le bain à mon histoire justement, ma période charnière où il y a eu comme un deuil avec la piscine qui était partie. Vous pouvez vous imaginer, c'était vide et nous qu'on était habitués de voir de la vie, de voir de l'eau. Je l'ai encore en mémoire, là, les enfants qui crient dans l'eau, notre chien qui fait le tour puis qui jappe parce que lui aussi voudrait bien aller dans la piscine. Donc, j'ai encore tous ces souvenirs-là. Et puis là, on avait enlevé. Puis en plus, c'était comme un peu beaucoup significatif. Autant j'aime faire du feu, comme vous savez. Tout le deck, ça a été brûlé. Donc, ça a fait quand même un gros feu. Je me suis laissée emporter un petit peu avec ce feu-là. Et tout était parti en peu de temps. Tout a été brûlé. Et on est resté avec un petit choc, je vous dirais, parce que ce n'était plus ce genre de homemaking. C'était maintenant autre chose. Et je vous dirais qu'il y a eu comme 2-3 ans, comme il faut, 4 ans même, de période charnière. Et là, je sens que je renais à nouveau, que Todd renaît à nouveau, que les enfants renaissent à nouveau avec cette nouvelle période, cette nouvelle époque qui est là. Alors, justement, mon point numéro 1, s'adapter. S'adapter parce que au-delà de 50 ans, le homemaking n'est plus ce qu'il était quand nos enfants étaient jeunes, qu'il n'est plus ce qu'il était, qu'on a eu des enfants ou pas. Il n'est plus ce qu'il était parce que plus les années avancent,
plus il y a des gens qui nous quittent justement et ça change nos vies, hein? Il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais pour notre part, il n'y en a pas tant que ça qui s'ajoutent parce que nos enfants n'ont pas d'enfants. Il y a mon frère qui a, lui, des enfants beaucoup plus tard que moi dans sa vie. Donc oui, ça amène de la vie, mais il n'habite pas ici. Hein. Comme vous savez, il habite au nord du Canada. Donc on les voit peu souvent, mais quand on les voit longtemps et on a du bon temps de qualité. Donc, tout ceci étant dit, on a besoin d'une période d'adaptation, je pense. Pour moi, ça a été la piscine. Pour vous, c'est peut-être autre chose qui, quand je vous parle, que vous voyez qui a été significatif pour vous permettre de passer à autre chose. Parce que même s'il n'y avait pas eu la piscine, je vous dirais que dans nos vies personnelles, à Todd et moi, on a eu une période où la seule chose qu'on voulait faire, c'est être ailleurs. On voulait presque pas être chez nous. On a fait beaucoup de camping, bien qu'on aime faire le camping, oui, mais ça reste que quand on est en camping, on n'est pas chez nous en train de faire du homemaking. On voulait toujours être en voyage, on voulait toujours être ailleurs, on voulait toujours découvrir ailleurs le monde. C'est bien, ça nourrit l'âme, ça me nourrit autrement, mais ça reste que ce n'est pas du homemaking. Il n'y a pas de changement si on n'arrive pas à prendre conscience de quelque chose, d'une situation. Alors pour moi, ma prise de conscience, c'est j'avais plus le goût de faire du homemaking parce que j'avais un deuil à faire. J'avais un deuil à faire sur ce qui était et ce qui n'est plus, mais vers ce qui sera. On ne tourne pas une page d'un livre, d'une vie. Ça ne se tourne pas d'une page à l'autre. Ça demande nombreuses pages pour avancer dans l'histoire et d'arriver à une autre époque, à une autre période. Et je vous dirais que je le sens franchement, je suis à une autre époque. Je suis arrivée là à une autre époque. Mes enfants n'ont pas d'enfants, mes enfants habitent encore ici, mais je suis pareille à la nouvelle époque. Et le jardin, la cour, pour moi, le reflète beaucoup. Même la maison commence à le refléter davantage et surtout, qui commence à le refléter, c'est mon intérêt pour être chez moi, mon intérêt pour faire du homemaking, prendre soin de ma maison, prendre soin de ce qui est autour de ma maison, toute la végétation qu'il y a, que je place, que j'ajoute maintenant, et les gens, comment j'aime prendre soin des gens. Pour plus de homemaking et pour un amour du homemaking après 50 ans, je vous dirais, pour moi, c'est de mettre du fun, de mettre du plaisir, une touche de plaisir dans tout ça. Que ce soit avec la créativité, que ce soit avec la façon que j'ai maintenant de prendre le temps de m'habiller avant de passer à table pour manger un repas. Avoir du fun, penser à des idées, comment faire pour avoir du plaisir. Et ici, j'ai quand même assez de place. J'ai l'extérieur, que je peux faire du jardinage, chose que je n'avais pas vraiment faite avant. Hein. Comme vous savez, il n'y avait même pas d'arbres sur le terrain. J'avais même pas planté d'arbres. Il y avait certaines fleurs qui étaient là qu'on a perdues à cause de ce backhoe, là, à cause d'avoir nivelé et puis à cause d'avoir mis de côté nos plants. Mais par négligence, par le fait qu'on était toujours parti à gauche, à droite, bien on a perdu nos plans et là, c'est un peu comme tout à recommencer au niveau de l'aménagement paysager à l'extérieur. Mais je pense à ma grand-mère maternelle qui a toujours habité dans un appartement, dans un immeuble appartement. Elle habitait au 11e étage où on voyait la vue sur la ville en entier. Elle habitait à Ottawa, ma grand-mère. C'était très illuminé, c'était pas ennuyant du tout. Elle vivait pas dans un petit appartement, un piètre appartement. Elle vivait dans un bel appartement tout de même, avec une très belle vue. Mais c'était pas grand. C'était une chambre à coucher, salon, petite salle à manger, toute petite cuisinette et une toute petite salle de bain. Et malgré sa toute petit appartement, son petit cocon, elle arrivait à mettre une touche de plaisir. Ma grand-mère, c'est aussi d'elle que je retiens cette passion pour l'Angleterre, cette passion pour la British. Ma grand-mère, elle était très British.
Ma grand-mère, en habitant en Ontario, à Ottawa, elle parlait l'anglais. Elle était francophone, ses parents étaient francophones, mais comme elle a toujours travaillé en ville, dans la ville d'Ottawa, elle était très bilingue, hein? Elle parlait l'anglais, elle écoutait toute la télévision en anglais, elle était toujours dans l'anglais la plupart du temps. Et puis elle avait une passion pour la British, elle buvait son thé dans une tasse toujours accompagnée de la soucoupe, de belles tasses à la British, etc. Quand elle mettait la table, elle avait une toute petite salle à manger, on pourrait dire comme ça aurait été difficile de recevoir parce que c'était petit. Non, elle recevait toujours avec classe une toute petite salle à manger quand elle était seule, puis que c'était moi qui était là parce que je passais mes week-ends avec elle tout le temps, nombreuses semaines aussi pendant l'été, tout ça. Et puis, elle avait le genre de table qu'on peut s'asseoir à deux et que si on ouvre les deux côtés, hein, on ouvrait les deux côtés comme ça faisait une table ronde, puis là, elle pouvait recevoir très à l'aise 4 personnes. La table toujours bien placée, toujours une entrée, toujours le repas principal avec le dessert, la coutellerie toujours toute bien placée, etc. Elle n'était pas riche, ma grand-mère, mais elle utilisait au mieux ce qu'elle appartenait, puis ce qu'elle appartenait, c'était beau. C'était toujours beau et puis c'était toujours bien placé. Donc pour moi, le goût, le plaisir, je vous dirais le plaisir qui m'habite, tout ça, pour jouer un peu, je pense que ça vient aussi de ma grand-mère. Bien que la petite table qu'elle avait, on s'assoyait les deux, il y avait toujours une place pour ma poupée. J'avais une grosse poupée, puis ma poupée, toutes les photos qu'on a, la poupée est toujours à table. J'avais toujours une place pour ma poupée. C'est une poupée que je gardais chez ma grand-mère, justement. Donc, la place au jeu, elle me permettait de rêver, elle me permettait d'avoir un ami pendant mes visites chez elle. Puis cette poupée-là, je suis photographiée avec, puis je l'ai justement de prête, que je veux mettre dans la suite des photos que j'ai placées sur mon compte Patreon, où je place des petites affaires comme ça, un petit peu plus exclusives que j'ai jamais partagées. Je les place sur Patreon, justement. Puis je l'ai là, je suis grande avec cette poupée-là qui est grande. Comme j'arrivais là à 9 ans probablement, puis ma poupée encore assise à la table avec nous, prenait mon bain avec ma poupée, etc. Donc, de mettre du plaisir, soit de mettre du plaisir, d'avoir du plaisir à mettre une belle table, à recevoir les gens. Hein? Homemaking, c'est faire plaisir aux gens qui nous entourent, recevoir les gens, même si on a un tout petit cocon, trouver moyen d'être capable d'avoir des invités. Probablement pas des invités par groupe de 15, mais quelques invités à la fois pour vivre, pour pratiquer le homemaking, recevoir les gens, ça fait partie du homemaking. Peut-être que c'est pas une passion pour nous de cuisiner, c'est correct, c'est pas parce qu'on n'a pas une passion pour cuisiner qu'on ne fait pas du homemaking. On ne peut pas être bon dans tout, on peut pas être bon dans faire à manger, faire du jardinage, restaurer des choses, faire de la mécanique, etc., etc. Hein? Il y a certaines choses qu'on peut être meilleur, il y a certaines choses qu'on peut aussi aimer plus que d'autres, mais recevoir les gens, on n'a pas besoin d'être bon à cuisiner pour recevoir des gens. Ça peut être des repas qui ont déjà été préparés à l'avance, on peut être très créatif dans notre façon de recevoir. Ça peut être pour recevoir pour un cocktail, pour un café, peu importe notre façon de recevoir, mais recevoir fait partie de prendre soin. Prendre soin, c'est totalement dans l'énergie féminine et prendre soin, c'est totalement du homemaking aussi.
servir, prendre soin, inviter des gens, la beauté aussi, la beauté, prendre le temps de se mettre soi belle, de mettre une pièce belle, de mettre une table belle, de mettre un mini jardin beau, d'avoir un petit panier de fleurs sur notre balcon. Ma grand-mère avait toujours 2 paniers de fleurs, vous savez, des paniers suspendus. Elle n'avait pas de jardin, mais elle avait des fleurs, donc elle prenait soin de fleurs. Donc, ajouter de la beauté dans notre vie. Et quand je parle de tout ça, on n'a pas besoin d'avoir une liquidité d'argent incroyable. On peut restaurer les choses qu'on appartient, les laver, les mettre propres, les faire briller. On peut aimer faire du magasinage dans des endroits où on nous vend des choses déjà utilisées, hein, des pre-love, des choses déjà aimées. Moi, j'adore magasiner dans ce genre d'endroits, comme vous le savez, et on trouve des belles choses. Mettre beau, hein? La beauté fait partie du homemaking, fait partie de l'énergie féminine et j'allais dire aussi la beauté, les belles choses, se mettre belle, la créativité, faire preuve de créativité dans une pièce, faire preuve de créativité à l'extérieur, faire preuve de créativité dans notre chez-soi, c'est du homemaking parce que le homemaking en tant que tel, c'est un art. Et quand on parle de créativité, on l'associe souvent avec art, mais le homemaking, c'est un art. C'est un art de recevoir, c'est un art de mettre une pièce belle. Si on voit au-delà des tâches ménagères, et moi, pour revenir avec mon secret, comment j'arrive à faire du homemaking dans ma vie au-delà de 50 ans, c'est que je vois totalement au-delà des tâches ménagères. Je vois que quand je prends le temps le soir de mettre la cuisine propre, oui, je dois m'assurer que le lave-vaisselle est vidé, rempli, le comptoir est propre, toutes les affaires sont rangées, le plancher balayé, etc., passablement propre. Mais quand on fait toutes ces tâches-là, oui, ce sont des tâches ménagères. Mais si on met notre énergie sur les tâches ménagères, il faut que je lave le comptoir, il faut que je lave le plancher, ça c'est lourd et ce sont des tâches ménagères. Selon moi, des tâches ménagères, ce n'est pas du homemaking. Il faut arriver à voir au-delà des tâches ménagères, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me permet de faire, qu'est-ce que ça me permet d'atteindre comme sentiment quand la cuisine, elle est propre le soir. C'est comme mettre notre cuisine au lit. Vous savez, quand on mettait des enfants au lit ou quand on se met soi-même au lit, il y a une certaine préparation pour se mettre au lit. Bien, mettre notre cuisine au lit, c'est-à-dire la mettre propre pour qu'au réveil, ce soit agréable de prendre le café pour celui qui aime prendre son café, que ce soit agréable pour moi de faire mon smoothie le matin, que ce soit agréable de juste passer par la cuisine, ouvrir ma porte puis aller maintenant dans mon jardin. Ce serait pas pareil s'il fallait que je passe à travers une cuisine avec de la vaisselle de la veille, avec des traîneries de la veille. Donc, voir au-delà, qu'est-ce que ça va me permettre d'atteindre, comment ça va me permettre de me sentir et comment ça va me permettre de faire du homemaking, c'est-à-dire de prendre soin de ma maison, de prendre soin de ceux qui m'entourent, en faisant les tâches ménagères, oui, qui sont nécessaires à être faites, mais tenter de voir bien au-delà des tâches ménagères. Ouais. Ça, c'est mon secret avec l'âge, de voir vraiment au-delà des tâches ménagères. Alors, je me suis assise naturellement, comme je le fais toujours pour ce genre de vidéo, à me poser les questions. Comment j'arrive? Quel est mon secret pour faire du homemaking au-delà de 50 ans?
Et comme vous savez, je vous l'ai partagé dans une des vidéos récemment. Je ne sais plus si ça va avoir été la dernière parce que j'ai du contenu à gauche, à droite. C'est juste que c'est pas tout qui est édité encore. Mais je vous ai parlé de Downton Abbey. C'est une série britannique justement que j'ai adorée. Puis ça reste en moi tout le temps. J'ai des pensées tout le temps par rapport à Downton Abbey parce que je suis aussi passionnée par cette période-là, par cette époque-là où ils ont eu besoin, on le voit beaucoup dans Downton Abbey, ils ont eu besoin de beaucoup d'adaptations. Il y avait tout un monde qui arrivait là, de changement après la guerre et puis c'était une lumière au bout du tunnel, mais il fallait y adhérer à cette lumière-là, il fallait adhérer à ce changement-là et ça me fait penser à mon point numéro 1, ça me fait penser à ma grand-mère que sa plus grande qualité, c'était justement de s'adapter à ce qui était, à s'adapter à la technologie, à s'adapter au nouveau dans sa décoration. Et justement, je pensais à Downton Abbey et puis ils ont dû, c'était des résidents d'un château, puis qui arrivaient à faire rouler de par héritage en héritage et puis ça leur permettait de ne pas travailler en tant que tel, de plus s'impliquer dans la communauté et aussi de faire rouler l'économie dans le sens qu'ils avaient nombreux valets, etc., des employés, tout ça. Donc c'était comme une petite entreprise, dans le fond, pour faire rouler tous ces employés-là, pour les servir, oui, mais c'est beau dans Downton Abbey parce qu'on n'a pas l'impression que l'énergie était de « je me fais servir par mes valets, je me fais habiller par ma femme de chambre, etc. » C'était, c'est comme ça, nous on est propriétaires de ce château et on offre du travail à tous ces gens et puis le père justement dans Downton Abbey, il est vraiment acharné à ne pas laisser aller ses employés puis à vouloir continuer de faire rouler le château pour permettre à tout le monde de continuer à travailler. Le confinement qu'on a eu avec la pandémie qu'on a, et nombreuses personnes maintenant travaillent à partir de la maison. Nous ici, tous les employés fédéraux du gouvernement travaillent à partir de la maison. Donc, nombreuses sont ceux et celles qui font du homemaking à ce moment ici. Travaillent à partir de la maison, mais vivent aussi à partir de la maison. Plus en plus, je me réfère encore à mon Zachary qui a dû s'adapter puis qui a dû trouver en lui des passions pour justement faire du homemaking, être bien à la maison. Donc, tous ces gens qui sont maintenant en semi-confinement, c'est-à-dire ils ne peuvent plus aller au travail, mais ils travaillent à partir de la maison, sont justement à faire du homemaking. Donc, tout ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un cas. Au-delà de 50 ans, ce qui se passe bien souvent, c'est que les enfants quittent le nid familial. Les nôtres sont un peu comme dans Downton Abbey et nous sommes comme dans Downton Abbey. On veut les garder à la maison. À un moment donné, on sait bien qu'ils vont quitter le nid, mais on est bien avec nos enfants chez nous. Et tout ceci étant dit, c'est que dans la normalité, les enfants quittent à un moment donné. Et là, si on veut continuer de garder peut-être le même rythme, le même chez soi, la même maison, le même cocon, le même château, bien, on doit s'adapter. C'est-à-dire que, comme dans Downton Abbey, on doit rentabiliser notre maison. On doit rentabiliser. On peut rentabiliser, c'est un choix. Puis j'ai voulu l'amener comme troisième secret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rentabiliser justement notre maison? Bien, on peut la rentabiliser peut-être en louant une partie de notre maison. Peut-être si nos enfants sont partis, ça donne de l'espace supplémentaire et puis on peut peut-être choisir de louer un petit endroit, peut-être un petit appartement, une petite garçonnière qu'on appelle, un petit quelque chose, loué
pour rentabiliser la maison. On peut aussi, en tant que homemaker, on peut avoir un petit revenu d'à côté, c'est-à-dire rentabiliser justement avec peut-être une pièce qu'on transforme pour offrir un service quelconque, peut-être un service à la maison comme de massothérapie par exemple. Rentabiliser pour contribuer au maintien de la maison. On peut peut-être avoir un petit à côté, c'est-à-dire écrire un livre, quelque chose de créatif, vendre le livre. Ça peut être un projet créatif quelconque que l'on entreprend. On peut peut-être faire de la couture à la maison. Il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de la maison. Pour faire du homemaking, justement, on peut trouver quelque chose de créatif et puis contribuer au roulement de la maison. Donc, comme point numéro 3, je voudrais finir comme ça. Le secret pour du homemaking au-delà de 50 ans, c'est peut-être de changer complètement de maison, d'aller plus petit, d'aller à la campagne, autre chose, mais ça peut peut-être être aussi quelqu'un qui ne voudrait pas quitter sa maison. Ça peut aussi, un peu comme dans Downton Abbey, ils n'étaient pas prêts à laisser aller le château, à laisser aller la vie de château, à laisser aller les employés, etc. Donc, ils ont décidé, ils ont trouvé une autre façon, ils ont dû s'ouvrir à une autre façon pour justement rentabiliser parce qu'à un moment donné, d'un héritage à l'autre, la peur était qu'à un moment donné, ce dernier héritage, bien quand il va être épuisé, on n'en aura plus et à un moment donné, on devra quitter la vie de château. Donc, c'est une très belle série remplie d'histoires, remplie de messages. Quand on veut voir les messages, on les voit partout. Alors, ce sont les messages que moi j'ai vus. Je ne me suis pas juste inspirée de Downton Abbey pour vous faire le partage d'aujourd'hui, mais comme ça fait partie de moi, de ce temps-là, bien, on dirait que je suis habitée des leçons que j'ai apprises justement dans cette série-là, un peu partout dans ma vie justement, mais renchérie avec la série de Downton Abbey. Que je vous ai jasé un bon long moment. J'espère que vous aurez retenu quelque chose dans cette vidéo. J'ai essayé de m'éparpiller un petit peu en parlant justement de Zachary, qui est un jeune homme qui a fait du homemaking, en parlant justement de moi, comment je me suis adaptée à aimer encore faire du homemaking chez moi. Alors, c'est tout, très cher pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez tiré inspiration quelconque, comme toujours. J'aimerais bien vous lire. J'aimerais vous lire sur quelle a été l'inspiration que vous avez eue, qui est venue en vous, en m'écoutant et en allant à l'intérieur de vous pour puiser inspiration en vous. Parce que moi, je vous amène des propos, mais je ne détiens pas la vérité, aucunement. Mais qu'est-ce que mes mots amènent comme éveil à l'intérieur de vous? Hein? C'est ça le but de mes vidéos, c'est quel a été l'éveil suite à mes partages. Et l'éveil peut aller dans tous les sens. Et ça, c'est le propos d'une toute autre vidéo. Alors, je vous envoie toute ma lumière très chère. Je vous invite à avoir une semaine dans l'énergie de homemaking. Je me retrouverai avec vous une deuxième fois cette semaine, c'est-à-dire dimanche, sur Facebook pour une vidéo live. Je me connecterai à 14h, heure de Montréal, et 20h, heure de Paris. Je me connecterai pour 1 heure. Je m'engage et je vous promets, je me promets et je vous invite à m'aider à respecter cet engagement-là en me disant à l'avance quand j'approcherai vers le 1 heure. Parce que je veux respecter 1 heure, je veux qu'on se donne une belle heure ensemble, mais je veux aussi respecter le fait qu'il sera 15 heures ici à Montréal
pour profiter du reste de la journée quand j'aurai terminé l'enregistrement de ma vidéo et qui sera déjà 21h pour celles qui êtes d'Europe et qui voudront aller au lit à une heure raisonnable. Alors encore une fois, pour une vidéo live où je répondrai à vos questions comme je le fais habituellement ou pour tout simplement se connecter ensemble dans le moment présent, j'ai eu la misère à dire ça, la vidéo ne sera pas rediffusée sur YouTube. Elle restera à tout jamais sur Facebook. Facebook, c'est une très belle plateforme et je constate davantage que nombreuses femmes féminines sont plus sur Facebook que sur Instagram. Je continue d'être en simultané sur les deux plateformes, sauf que la vidéo live en tant que telle, elle ne sera pas sur Instagram. Les vidéos ne se parlent pas entre plateformes. Donc, je serai sur Facebook à 14h heure de Montréal et 20h heure de Paris. Pour ce faire, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà amis de la page Nathalie TV, de me rejoindre à l'avance. Je vais mettre le lien juste ici pour la page Devenir ami à l'avance et ainsi ce sera plus facile de vous connecter le moment venu dimanche. Alors, je pense avoir tout dit. Au plaisir de vous voir dimanche très cher.